Bonjour tout le monde. Mon nom est Pierre Godbout. J'animerai la période de questions, pas la période de questions, ce webinaire, excusez-moi. Ça commence bien. Avant de laisser la parole au présentateur du conférencier, voici quelques consignes d'usage. Au bas de votre écran, veuillez fermer votre caméra. Si en format bulle, en bas à droite, la période de questions se fera à la fin de la présentation. Je laisse maintenant la parole à Franck Grenon. Bonjour à tous, je suis Franck Grenon, gestionnaire sciences, programmes et politiques forestières au Centre de foresterie des Laurentides du Service canadien des forêts. Bienvenue à ce 5e webinaire de la 35e saison des colloques du CFL. La conférence d'aujourd'hui a pour titre « L'acceptabilité sociale dans tous ses états, la forêt entre économie et écologie ». Elle est diffusée aux intervenants du secteur forestier simultanément dans plusieurs sites à travers le Québec. C'est avec grand plaisir que je vous présente notre conférencier, M. Jean-François Bissonnette. Jean-François est professeur adjoint au département de géographie de l'Université Laval et directeur des programmes de deuxième cycle en agroforesterie à la Faculté de foresterie de géographie et de géomatique. Géographe de formation, il détient un doctorat de l'Université de Toronto. Ses travaux portent principalement sur l'analyse de la gouvernance des territoires forestiers et agricoles. Les perceptions sociales de la gestion forestière et agricole ainsi que les processus participatifs en aménagement territorial sont au cœur de ses intérêts. Ses recherches portent notamment sur la façon dont les gestionnaires et les utilisateurs du territoire forestier expriment leur vision de l'aménagement du territoire. À titre de membre du Centre des sciences de la biodiversité du Québec, il a été nommé co-titulaire de la chaire sur les enjeux sociaux de la conservation, financée par le NFFP. Jean-François Bissonnette est également responsable ou co-responsable de plusieurs contrats et de subventions de recherche du CRSH, du MELCC et du MEI pour l'étude des enjeux de gouvernance environnementale. Sur ce, je vous souhaite à tous un bon colloque et je cède la parole à Jean-François. Bonjour tout le monde. Tout d'abord, je tiens à remercier Franck Grenon et Pierre Godbout pour leur introduction. Et merci au Centre de foresterie des Laurentides de m'avoir invité à participer dans le cadre de ces colloques. C'est un plaisir pour moi de vous présenter ma vision de géographe social des enjeux d'acceptabilité en foresterie. Alors, je vais partager d'abord mon écran. Alors, j'espère que vous voyez bien, que vous m'entendez bien également. On s'habitue jamais totalement au fonctionnement à distance, hein? D'accord. Alors, pour commencer, je voulais regarder avec vous très rapidement certaines controverses qui sont présentes dans les médias. Ce qu'on peut en dire, bon, d'abord, je suis sûr que je ne suis pas le seul à m'intéresser à ces parutions médiatiques, hein, à ces déclarations parfois assez frondeuses. Mais si, par exemple, on regarde les déclarations plus récentes de Richard Desjardins, on a l'impression que le ton monte, hein. C'est peut-être aussi parce que je ne suivais pas l'actualité avec autant d'intérêt il y a 20 ans. J'étais à ce moment-là encore à l'école secondaire. Mais bon, on peut constater finalement que les controverses se complexifient, hein, et que le dialogue entre science et société demeure à parfaire. On a besoin finalement d'élargir le nombre et les instances pour discuter de ces grandes controverses environnementales qui concernent la forêt. Son usage, l'attribution des financements publics, l'utilisation du territoire, et ce qui concerne finalement des valeurs, des finalités en lien avec l'usage de cette ressource collective. Et j'insiste sur le besoin de dialogue entre science et société parce que finalement, plus de certitude, hein, plus de connaissances scientifiques ne signifie pas nécessairement davantage d'acceptabilité sociale. On voit très bien comment la gestion, la gouvernance forestière, ultimement, relève de décisions politiques qui vont varier en fonction des contextes, en fonction des demandes sociales également.
Alors, ce que je vous propose pour les prochaines minutes, ce sont des façons d'appréhender les questions d'acceptabilité sociale en foresterie. Et je vous propose de le faire par une meilleure compréhension des discours associés aux représentations du territoire forestier et également par un examen du cadre de gouvernance et de participation dans lequel les représentations s'expriment, les représentations sur le territoire et la ressource forestière. Alors, j'ai tout de suite identifié quelques enjeux qui reviennent très fréquemment à l'avant-plan, hein, soit évidemment la gestion ou la protection de l'écotype du caribou forestier, bon, l'exploitation forestière comme telle, hein, le niveau, les grandes orientations de l'exploitation forestière et les phénomènes associés au changement climatique qui, si on veut, traversent ces grandes controverses socio-environnementales. Alors, il faut reconnaître dans un premier temps que le territoire est objet de visions concurrentes, hein, et que toutes ces visions concurrentes soulèvent des enjeux d'acceptabilité sociale. Alors, comme je le mentionnais, les grandes orientations et stratégies d'aménagement, et mentionnons tout spécialement les aires d'intensification de la production ligneuse, qui sont un sujet épineux, hein, qui est loin de faire l'unanimité, bien que cela soit mis de l'avant dans la vision de l'aménagement forestier pour l'avenir. La création d'aires protégées en forêt productive. On a vu récemment l'annonce d'augmentation des aires protégées qui vont maintenant couvrir 17% du territoire québécois, ce qui est bien sûr accueilli favorablement par un grand nombre d'organismes environnementaux. Mais la question se pose tout spécialement en forêt productive. Hein. L'augmentation des aires protégées en forêt productive a très peu augmenté. Alors, comment conserver la biodiversité? Est-ce que cela doit se faire absolument aux dépens du potentiel de production? Et troisième enjeu, une troisième question qui me semble aussi très importante, ce sont les moyens de consultation et de participation. Soit bon, tous les principes qui sont au cœur de la gestion intégrée. Et on peut même faire référence aux forêts de proximité qui seraient l'aboutissement de certaines formes de participation. On peut aussi penser à des approches de foresterie autochtones, hein, qui seraient basées sur les demandes, les perceptions, les visions du territoire par les communautés autochtones. Alors tout cela, ce serait de progresser dans la participation et ça demeure un enjeu de fond, je dirais, dans les débats qui traversent la société. Alors, à travers les controverses, on observe des lignes de faille assez évidentes, hein. J'aimerais tenter de les résumer de façon très schématique ici, bien sûr, tout en spécifiant que ce n'est pas exhaustif, hein, mais c'est une compréhension, disons, schématique, là, c'est une façon de brosser à grands traits certaines des dualités qui qui traversent les débats. Alors, on perçoit d'un côté la forêt comme écosystème productif de matières premières, ce que c'est, hein, et la forêt comme patrimoine naturel et culturel menacé. Alors, deux visions qui sont relativement antagonistes. D'un côté, on cherche à intensifier la production sur une portion du territoire pour accroître l'approvisionnement, et de l'autre, favoriser les pratiques extensives et surtout limiter le territoire soumis à l'exploitation. Là, ici, c'est surtout des dualités au niveau des fonctions et de l'état des écosystèmes. D'un côté, on cherche à assurer le processus d'aménagement prévu par la loi en fonction des principes de l'aménagement intégré, de la gestion intégrée. Et de l'autre côté, on veut assurer la participation du plus grand nombre en fonction des contextes locaux. Hein, c'est-à-dire une vision beaucoup moins, si l'on veut, technocratique de la participation qui voudrait laisser davantage de place aux acteurs pour qu'ils puissent définir eux-mêmes le cadre de leur participation au lieu de se conformer à un processus prévu par la loi. On a d'un côté une logique d'entreprise qui nécessairement souhaite une certaine prévisibilité, hein, et qui évolue en fonction des cycles économiques, alors que de l'autre côté, on a des cycles écosystémiques et une histoire socio-culturelle qui se déroule sur une temporalité beaucoup plus longue. Alors encore là, on a ici des logiques difficiles à réconcilier du moins, dans le cadre des pratiques actuelles. Alors maintenant, j'aimerais insister davantage sur ce qu'on entend par acceptabilité sociale. Parce que selon les acteurs, selon les contextes, ce n'est pas mobilisé de la même manière. Dans le cadre de travaux précédents, j'ai identifié 4 perspectives distinctes de l'acceptabilité sociale. Une perspective davantage descriptive, où on tente de mesurer la perception individuelle et sociale par rapport à un projet ou à un état de gestion des ressources,
ou même par rapport à une perception visuelle qu'on pourrait avoir de certains aménagements forestiers. Une perspective plus évaluative, où là, on va mobiliser des cadres théoriques pour développer des catégories afin d'analyser les représentations et les dynamiques entre les organisations et les ressources et territoires visés. Et il y a une perspective plus normative où là, ce qu'on recherche, c'est vraiment les façons de mettre en œuvre un processus délibératif, transparent, inclusif, équitable, dont l'issue est indéterminée. Et là, c'est vraiment dans cette perspective plus normative, si on veut, qu'on peut exploiter toutes les potentialités d'un terme comme acceptabilité sociale, qui se distingue de façon notoire de l'acceptation. L'acceptation, ce serait vraiment l'aboutissement d'un processus d'acceptabilité qui aurait mené à l'acceptation. Mais l'acceptabilité est ouverte, est indéterminée en principe et peut aussi mener à un refus catégorique d'une proposition. Et une quatrième perspective serait celle de l'approche prescriptive. Et j'entends par cela, dans les textes du gouvernement, par exemple, ou du ministère des Forêts, une conception de l'acceptabilité sociale comme un outil, comme finalement un objectif à atteindre, selon le postulat que les actions proposées sont adéquates et justifiées par la science. Alors, 4 perspectives, parfois, je dirais, très proches les unes des autres, parfois utilisées en même temps, mais pour les fins ici de la démonstration, je trouvais intéressant de les distinguer. Alors, si on s'attarde maintenant à des définitions de l'acceptabilité sociale en foresterie spécialement, eh bien, on retrouve les écrits de ce chercheur, Schindler, qui a publié passablement beaucoup sur la question et qui, lui, nous amène à considérer l'acceptabilité sociale en foresterie comme un processus sociopolitique. Alors, selon lui, l'acceptabilité sociale dépend de représentations partagées par un segment organisé de la population en mesure d'exercer une pression sur les pouvoirs publics. Alors, c'est dans ce contexte bien particulier où on a vraiment des représentations partagées, c'est-à-dire qu'un nombre suffisant de personnes sont du même avis finalement et conçoivent de la même façon le problème, les enjeux, pour en fait s'organiser et tenter d'influencer la prise de décision par les autorités. Alors, c'est une définition assez intéressante selon moi, qui présente quand même, je dirais, le grand cadre de l'acceptabilité sociale. Une autre définition par Yann Fournis et Marie-Josée Fortin va peut-être un peu plus loin et peut-être davantage complexe, si on le veut, parce qu'elle s'intéresse à l'ensemble des usages du territoire, aux propositions en lien avec l'aménagement du territoire. Et pour ces deux auteurs, dont la contribution est quand même importante, il s'agit de l'évaluation collective d'un projet d'utilisation du territoire impliquant une pluralité d'acteurs, de parties prenantes, à différentes échelles, du local au global, incluant la trajectoire passée ou future d'un groupe politique ou d'une communauté. Alors, c'est vraiment une définition qui est retenue pour l'analyse de projets d'aménagement du territoire. Il s'agit vraiment d'évaluer c'est-à-dire d'évaluer de façon collective les avis, les perceptions d'une pluralité d'acteurs à différentes échelles. Je tiens à le souligner. Alors donc, selon la proposition, la contribution de Marie-Josée Fortin et Yann Fournis, on retrouve 3 niveaux pour appréhender les controverses socio-environnementales, donc les questions d'acceptabilité sociale. Un niveau davantage macroéconomique, c'est-à-dire les processus de constitution de grands compromis sociaux qui nourrissent des modèles de développement et de structuration des économies. On pourrait tout de suite penser ici au régime forestier ou à l'industrie forestière, c'est-à-dire ici là, des évaluations, des discours macroéconomiques qui sont liés aux politiques mondiales, aux grands cadres de fonctionnement, à des structures qui changent lentement dans le temps. Le niveau mésopolitique qui serait davantage lié aux acteurs en fonction de leur vision de l'intérêt général. À cette échelle se confrontent des principes environnementaux, économiques, sociaux. Alors, c'est vraiment au niveau mésopolitique, si on veut, qu'un processus peut émerger et qu'un consensus peut émerger. Et ce consensus, eh bien, il serait lié entre les dynamiques du niveau microsocial et du niveau macroéconomique également. Le niveau microsocial, c'est vraiment l'émergence des conceptions individuelles, mais également collectives,
et le niveau où se tiennent des débats entre citoyens, entre collectifs, le niveau aussi où pourraient avoir lieu des mobilisations sociales. Pensons par exemple à la façon dont s'est organisée la mobilisation contre l'exploitation des gaz de schiste dans la vallée du Saint-Laurent. Eh bien là, ça s'est d'abord produit au niveau micro-social avant que les organismes environnementaux nationaux, internationaux puissent mieux structurer le message au niveau mésopolitique et entrer en discussion, en négociation avec les autorités publiques. Et tout ça dans un contexte macroéconomique qui, du moins, créait une pression pour l'exploitation des ressources. Alors, ça vous donne un exemple de la façon dont ces trois niveaux permettent de faire une lecture, si on veut, transversale des controverses socio-environnementales en fonction de la façon dont les acteurs y jouent un rôle. Alors, l'acceptabilité sociale en aménagement écosystémique, eh bien, elle est décrite dans le texte officiel, ici sur lequel je me suis basé, c'est-à-dire le manuel de référence pour l'aménagement écosystémique. Bien, on la décrit vraiment comme une condition nécessaire au succès et à la durabilité des pratiques. La réalité politique et commerciale dicte aussi que l'acceptabilité sociale des pratiques forestières doit être considérée à la fois au niveau local, national et international. Alors, on peut considérer que c'est une utilisation plus normative de la notion. On en fait une condition de durabilité aux échelles locales, nationales et internationales, ce qui est tout de même vraiment intéressant aussi. Le régime forestier, du moins dans le manuel de référence pour l'aménagement écosystémique, fait de l'acceptabilité sociale une condition pour la réalisation de ces activités, et ce, à différentes échelles. En acceptabilité sociale, finalement, ça revient beaucoup à évaluer la légitimité des propositions d'aménagement du territoire. Et souvent, dans les débats, c'est pas évident non plus exactement quel est l'objet de l'acceptabilité sociale. De quoi est-il question précisément? Alors, pour évaluer la légitimité, justement, il faut être bien clair sur ce dont il s'agit, hein, de quoi, par qui, finalement, quelles sont les parties prenantes, les acteurs qui souhaitent participer au débat, qui émettent les propositions, qui réagissent, et le comment, dans quel cadre cette proposition est-elle émise et reçue. Hein, est-ce que c'est dans le cadre d'entente internationale? Est-ce que c'est dans le cadre, par exemple, d'un plan de développement comme le nouveau plan Nord? Alors, tout ça va être très intéressant pour faire une lecture beaucoup plus fine des problèmes, des enjeux d'acceptabilité sociale. Mais ça revient, ici, là, on se réfère à toutes les définitions que j'ai présentées. Finalement, il s'agit de mieux comprendre les interactions entre certaines composantes de la société et les autorités responsables de l'aménagement du territoire. Il est question de légitimité pour les acteurs qui proposent la modification ou l'aménagement, mais aussi de perception, de confiance, de méfiance envers les autorités. On sait à quel point cette méfiance envers les autorités peut être productive à certains égards lorsqu'on veut améliorer les processus de participation, mais à d'autres égards aussi, la méfiance envers les autorités peut mener à certaines formes de désinformation ou de refus de connaître les faits tels qu'ils sont. Alors, bon, c'est un élément avec lequel il faut simplement composer dans les dynamiques sociales, hein, cette méfiance envers les autorités, qui n'est pas forcément une mauvaise chose, mais qui peut certainement compliquer la donne. Alors, pour enrichir la compréhension de l'acceptabilité sociale, j'ai puisé dans un bagage théorique, celui de Michel Foucault, qui nous a permis de mieux comprendre ce qu'étaient les discours, les régimes discursifs. Il a développé un ensemble de termes de néologismes que je vous épargne aujourd'hui, mais qui nous permettent de mieux comprendre finalement ce que sont les discours et comment ils influencent le réel. Pour Michel Foucault, les régimes discursifs s'inscrivent dans une rationalité et émanent d'un vaste ensemble d'acteurs scientifiques, sociaux, étatiques et non étatiques. C'est vraiment lié à la conception du pouvoir qu'avait Michel Foucault. Selon lui, le pouvoir est quelque chose de productif qui agit à travers les discours. Et le discours, par exemple, sur la croissance économique ou l'environnement, on peut voir qu'il agit de façon productive en tentant de développer des nouveaux objets d'intervention. Un régime discursif est composé de discours qui définissent des objets de connaissance sur lesquels intervenir. Pensons au rendement, à la participation. Hein. Qu'est-ce que serait tout le cadre de la participation publique
en foresterie au Québec si on n'avait pas créé cet objet de connaissance qu'est la participation, et qui va continuer à évoluer également. Et bon, chose importante aussi, c'est que les discours ne sont pas fixes, ils ne sont pas rigides. Ils sont en évolution constante en fonction des préoccupations sociales, des événements politiques, des découvertes scientifiques et des innovations techniques. Mais il y a une utilité à reconnaître un discours, hein, c'est de savoir dans quelle mesure il peut converger avec un autre discours. Et finalement, on réalise parfois que les débats d'acceptabilité sociale sont situés dans deux régimes discursifs assez distincts. Je vais donner bien sûr des exemples beaucoup plus précis. Alors, on peut considérer finalement que les discours structurent le fonctionnement des sociétés carrément et structurent les représentations que l'on a du réel. Et ça, c'est souvent même très ancré en quelqu'un ou en un groupe, c'est-à-dire la façon dont il va percevoir le réel et toute l'information qu'il va recevoir va être comprise à la lumière finalement de ces grands champs discursifs. Pour vous donner un exemple de la fluidité de l'évolution des discours ou des régimes discursifs, on peut penser au passage du rendement soutenu à l'aménagement durable ou écosystémique en foresterie. Un passage tout de même assez majeur, hein, où on a vu l'introduction de nouvelles considérations, de tout un nouveau champ d'objets de connaissance et de modes d'intervention qui se sont implantés progressivement. Évidemment, ça n'a pas été un changement radical du jour au lendemain. Mais dans le nouveau régime forestier, les forêts sont maintenant définies comme un bien collectif inestimable pour les générations actuelles et futures. Jouent un rôle de premier plan dans le maintien des processus et de l'équilibre écologique et répondent aussi à de nombreux besoins socio-économiques. Hein. Donc, on voit bien ici, finalement, cette conception du bien commun, la conciliation des trois grands piliers, voire même des quatre piliers du développement durable, hein, économiques, sociaux, environnementaux et culturels. Par conséquent, le nouveau régime forestier enjoint le milieu forestier à promouvoir cette culture, à sensibiliser la population afin qu'elle contribue à l'aménagement durable des forêts à leur gestion. Donc, il y a toute une vision de la participation sociale dans l'aménagement des forêts du territoire forestier. Et on invoque même les intérêts, les valeurs, les besoins des communautés autochtones, ainsi que pour développer le plein potentiel économique, écologique et social des forêts. Alors, c'est vraiment ce qui correspond, on pourrait dire typiquement, à un changement de régime discursif. Mais, bon, et si on se penche sur la gestion participative, hein, qui s'inscrit dans ce nouveau discours si on veut, de gestion durable des forêts, on peut voir qu'il existe diverses opportunités, divers cadres pour permettre aux citoyens de prendre part au processus d'aménagement. Bon, et ce n'est pas parfait non plus, hein, on pense à des améliorations potentielles, mais du moins, c'est une innovation par rapport à la foresterie qui se faisait jusque dans les années 60-70. Alors, la proposition que j'aimerais vous soumettre au cours de cette conférence, finalement, c'est de tenter d'identifier des régimes discursifs qui structurent les débats et les enjeux d'acceptabilité sociale sur la forêt. J'ai distingué à travers mes lectures, et notamment une analyse des médias que j'ai fait dans le cadre d'un projet de recherche où j'ai consulté plusieurs centaines d'articles, notamment sur la question du caribou forestier. Mais j'ai distingué ces trois régimes discursifs. Un discours pro-économie, que... Je reçois quelque chose ici, excusez-moi. Bon. Ah, alors... Bon, là maintenant, les outils viennent d'apparaître. Ce n'est pas grave. Bon, alors trois grands régimes discursifs, les discours pro-économie, les discours pro-environnement, les discours sur la modernisation environnementale. Et je vais vous démontrer en quoi ce sont des régimes, des champs discursifs relativement autonomes, mais pas uniquement non plus, qui peuvent également se chevaucher, qui peuvent être en quelque sorte là, liés à d'autres régimes discursifs. Alors, commençons par les discours pro-économie. Je pense que la plupart d'entre vous en avez une bonne compréhension, une bonne conception. Mais intéressons-nous maintenant aux finalités. Hein. Les finalités du modèle d'aménagement demeurent l'exploitation à des fins industrielles,
selon ce discours pro-économie. Ça ne veut pas dire qu'il ne cherche qu'à faire une exploitation industrielle, mais c'est tout de même sa finalité première. La stratégie nationale de production de bois en est une bonne illustration. Elle vise la création de valeur à long terme. Si on reprend certains des passages, la terminologie, le choix des termes est sans équivoque. Création de richesse, une augmentation de la production de bois avec les caractéristiques souhaitées, une augmentation de la possibilité forestière, tout en assurant un aménagement mieux adapté aux risques et incertitudes posées par les changements climatiques. Alors, on vise la sécurisation de l'approvisionnement en bois selon ce discours pro-économie. Maintenant, si on tente de décliner ce discours en fonction des acteurs, des représentations, des connaissances, des finalités et des contestations de cette légitimité, parce qu'un discours se veut légitime. Lorsqu'on fonctionne à l'intérieur d'un régime discursif, on tente nécessairement de justifier son existence et de justifier aussi les connaissances qu'on génère et de perdurer. Alors bon, et si on s'intéresse aux acteurs, bon, ça va de soi, l'industrie, les autorités forestières, les représentations, mais ce serait la forêt comme écosystème productif de matières premières, un territoire partagé avec divers usages non forestiers, la forêt comme ensemble de services écosystémiques. Les connaissances mobilisées, bien, essentiellement le volume de bois disponible, les retombées économiques, le nombre d'emplois, conséquences économiques d'une diminution de possibilités forestières. Et je ne voudrais pas non plus réduire les connaissances qui sont mobilisées à l'intérieur de ce régime discursif, parce que bien entendu, tous les acteurs sont conscients de l'importance des dynamiques forestières et d'assurer justement un approvisionnement à long terme. La finalité, ce n'est pas seulement de faire de l'argent, de tirer de la richesse de l'écosystème forestier, mais c'est vraiment de garantir l'approvisionnement à long terme et d'assurer l'occupation du territoire. Donc, il y a vraiment une vision et je ne veux surtout pas laisser entendre que moi, je prendrais parti pour un discours ou un autre. Non, j'essaie simplement de faire un travail d'épistémologie et de tracer les contours de chacun de ces grands régimes discursifs. Mais néanmoins, bon, je ne l'apprends à personne, la légitimité de ce discours pro-économie est contestée, bon, notamment par les revendications de certaines Premières Nations, les organisations écologistes au premier chef, bien entendu, et les obligations internationales, dont la Convention sur la diversité biologique, qui, récemment encore, a placé le gouvernement fédéral face à ses obligations de protéger les espèces menacées vulnérables, les espèces en péril. Si on se fie finalement aux trois niveaux de discours, ou à l'agencement plutôt des acteurs en fonction du cadre proposé par Marie-Josée Fortin et Yann Fournis, eh bien, au niveau macroéconomique, on a vraiment une structure industrielle qui existe, qui est en place, bon, qui change rapidement depuis les dernières décennies. On a un régime forestier qui vise une gestion, oui, certes écosystémique, mais qui est basé sur l'approvisionnement des usines, des acteurs industriels. Et on a des changements structuraux, vraiment la baisse de demande pour certains produits, des papiers notamment, et une intégration mondiale des marchés. Au niveau mésopolitique, on a la prépondérance des acteurs industriels traditionnels et des autorités publiques, mais on a aussi l'émergence de nouveaux acteurs qui défendent d'autres définitions de l'intérêt public. Et on le voit beaucoup, et ça de nombreuses sources, mais il y a des gens sans bien connaître la foresterie nécessairement, mais sont d'avis qu'il est fort possible de développer des productions à valeur ajoutée et de réduire beaucoup l'empreinte des activités forestières sur le territoire. Et au niveau microsocial, bien là, ce serait davantage l'affirmation des intérêts économiques locaux et régionaux, dynamique municipale et régionale, politique locale. Passons maintenant au discours pro-conservation, qui serait en quelque sorte le pendant ou l'autre face de la médaille du discours pro-économie. Et vraiment, il y a une portée heuristique ici dans cette distinction claire et nette. Je suis bien conscient qu'il y a un grand nombre de chevauchements entre les deux discours. Mais bon, je pense qu'il y a quand même une valeur à aller voir de cette façon-là. Alors, chaque juridiction... Et là, on va vraiment se pencher sur le grand contexte international des discours pro-conservation, qui est basé sur certaines propositions, certains postulats, c'est-à-dire que chaque juridiction à l'échelle mondiale doit faire sa part pour assurer la résilience et la variabilité des écosystèmes planétaires. Et encore plus les États les plus riches comme le Canada, qui ont évidemment des capacités supérieures pour protéger leurs écosystèmes. Alors ce grand discours
pro-conservation est basée sur une évaluation, une interprétation de la réalité aussi. Hein. Il y a une réalité empirique derrière cela. 38% de la surface terrestre émergée est consacrée à l'agriculture. Et là, ça inclut les pôles glacés, ça inclut les déserts. 38% de la surface terrestre émergée consacrée à l'agriculture. 30% à la forêt et seule la moitié des forêts serait considérée comme intacte. Et là, ici, j'ai vraiment consulté la FAO, des sources plutôt fiables, la Banque mondiale, bon, des sources acceptées. Hein. Le Canada, qui compte 23,7% des forêts intactes dans le monde, a donc une responsabilité considérable, étant donné l'importance de son territoire forestier, mais il aurait perdu 4,7% des forêts intactes de 2000 à 2013, et dont près de la moitié à cause des activités forestières. Et là, ici, c'est une étude parue dans une revue, je pense que, bon, une des revues de Science, mais qui a été également, là, si on veut, soutenue par Global Forest Watch, qui est un important organisme de suivi d'évaluation des forêts dans le monde. Alors, on voit qu'il y a une pression anthropique considérable sur les écosystèmes planétaires. On le réalise beaucoup moins ici au Canada, mais dans une vision globale de la gestion des écosystèmes, bien entendu, on comprend que le Canada a un rôle de premier plan à jouer. La finalité de l'aménagement du territoire et du territoire forestier, finalement, dans ce discours pro-conservation, c'est le maintien de l'intégrité écologique, et ce, à tout prix, et la valorisation de l'ensemble des services écologiques et culturels. Alors, il ne s'agit plus que de valoriser des services d'approvisionnement comme le bois, mais de valoriser l'ensemble des services écologiques, hein, les services de soutien, les services de régulation, les services culturels. Et on peut le voir, ce discours-là se ferait un chemin progressivement, mais sûrement à l'intérieur des politiques publiques, des cadres législatifs. Prenons pour exemple la loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques au Québec, ou la loi sur la conservation du patrimoine naturel. Il y a aussi, bien sûr, dans ce discours pro-conservation, une réalité, si on veut, juridique internationale. Hein. Le Canada a ratifié la Convention sur la diversité biologique en 1993, soit un traité multilatéral juridiquement contraignant. Bon, il n'y a pas réellement de mécanisme punitif pour le non-respect des engagements, mais néanmoins, en droit, c'est un traité juridiquement contraignant. Et le Canada tente de s'y conformer au meilleur de ses capacités. On peut voir dans le plan stratégique pour la biodiversité, les objectifs d'Aichi pour la conservation, des objectifs très clairs qui ont une incidence également directe au Canada. Le Canada est placé face à ses obligations légales de conservation de la biodiversité nécessairement. Hein. Bon, rappelons-nous la poursuite intentée par la SNAP contre le gouvernement fédéral qui aurait manqué à ses obligations dans la protection du caribou forestier. Tout ça, nécessairement, exerce une pression et permet à ce discours pro-conservation de gagner en importance, de rejoindre davantage d'acteurs et jusqu'à la société civile dans sa globalité. On peut donc dire aussi que dans cette perspective, les changements climatiques exercent une pression supplémentaire sur les écosystèmes, ce qui justifie de les soustraire à toute forme d'exploitation. Dès 2005, avec la publication du Millennium Ecosystem Assessment, on parle de bataille mondiale pour la conservation, hein, c'est-à-dire préserver les écosystèmes existants et surtout veiller à une régénération des écosystèmes progressivement à partir de 2030. Alors voilà, si les dérèglements climatiques causent une destruction des écosystèmes, eh bien, il est tout à fait justifiable de demander aux autorités publiques de réduire le plus possible la pression sur les écosystèmes, la pression directe anthropique, parce qu'il y a déjà une pression indirecte d'origine anthropique liée au changement climatique qui s'exerce sur les écosystèmes. Alors, comment est-ce que ce discours pro-conservation se décline? Rapidement, bien, les acteurs, oui, sont internationaux, mais sont également nationaux. Il y a les Premières Nations qui figurent, ils prennent généralement, très souvent du moins, position pour les causes environnementales. Les acteurs nationaux, très nombreux, très diversifiés également, les acteurs locaux aussi qui peuvent émerger, les groupes citoyens. Les représentations qui sont mobilisées, c'est la forêt comme patrimoine naturel et culturel menacé ou du moins à préserver en raison de sa valeur intrinsèque, la forêt comme ensemble de services écosystémiques et potentiels d'usage multiples. Les connaissances mobilisées
mobilisées, c'est vraiment celle des dynamiques écosystémiques, les savoirs des Premières Nations, des usagers, les savoirs écologiques locaux, l'éthologie des espèces animales, les incertitudes concernant l'effet des changements climatiques. Et je le souligne encore, hein, ces connaissances-là se retrouvent aussi dans les cadres de fonctionnement en foresterie au Québec. Hein. Je ne voudrais surtout pas donner une vision noire là, de la foresterie au Québec. Je pense qu'elle fait beaucoup de choses pour assurer le respect des obligations environnementales, des normes environnementales. Mais ce ne sont pas ces connaissances-là qui priment en raison des finalités dans le discours économie, alors que dans le discours pro-conservation, ce sont vraiment ces connaissances-là qui priment en raison des finalités qui sont d'assurer l'intégrité écologique des forêts, le maintien de la biodiversité, maintenir la résilience, la résistance des écosystèmes face au changement climatique. Mais tout projet de conservation revêt également une dimension politique. Alors, il y a toujours des intérêts économiques qui sont opposés à la conservation et il y a des débats intérieurs, bien sûr, au sein du mouvement de la conservation, à savoir, y a-t-il une vision utilitaire de la conservation ou c'est davantage une vision, disons, plus biocentrique qui prime dans la conservation? Il y a des dynamiques politiques qui font parfois que le milieu de la conservation ne s'entend pas même sur les priorités, sur la façon d'agir et sur les démarches en cours présentement. Et on pourrait même, à certains égards, même dire que si certains mobilisent un discours pro-conservation, ils s'opposent à ce que les efforts soient basés uniquement sur les aires protégées, mais souhaiteraient que toutes les mesures conservationnistes soient appliquées sur une base administrative sans nécessairement la création d'aires protégées. On retrouve ça, c'est un mouvement plus critique, si on veut, mais qui figure, je dirais, dans le discours pro-conservation malgré tout. Alors, 3 niveaux sur les discours pro-conservation, encore une fois. Alors, au niveau macroéconomique, j'ai cité les grands cadres internationaux de conservation, les accords internationaux, consensus scientifique sur les dangers et certitudes associés au changement climatique. Un niveau mésopolitique qui serait vraiment cet arbitrage entre les tenants de la conservation et ceux des activités économiques traditionnelles, confrontation des visions de la conservation et des connaissances légitimes pour la prise de décision. Est-ce qu'on a toutes les décisions, toutes les connaissances en main pour prendre les bonnes décisions en conservation? C'est une question qui se pose. Et au niveau microsocial, eh bien, affirmation des préoccupations sociales grandissantes sur l'état des écosystèmes, mécanismes de participation à l'aménagement du territoire et d'apprentissage à diverses échelles. On a vraiment microsocial cette émergence d'un consensus sur l'état des écosystèmes planétaires qui sont menacés, incluant les écosystèmes forestiers au Canada et surtout les grandes incertitudes qui pèsent sur l'avenir des écosystèmes et les mécanismes de participation qui permettent aussi de se forger une vision, ou parfois même l'absence de mécanismes de participation va aussi entraîner à l'émergence de vision sur l'état de la possibilité d'agir dans ce système. Et j'ai voulu distinguer également un troisième discours ou régime discursif, celui-ci sur la modernisation environnementale, parce qu'avec les changements climatiques, à l'heure de ce qu'on appelle maintenant l'Anthropocène, une ère géologique qui est définie par les impacts associés aux activités humaines du capitalisme, eh bien, on retrouve ce discours sur la modernisation environnementale. Et on pourrait le résumer ainsi dans les mots du gouvernement fédéral, c'est-à-dire des solutions axées sur la nature pour l'atténuation et l'adaptation au changement climatique. Dans ce discours, l'arbre et les forêts sont représentés comme les composantes essentielles de dispositifs pour la séquestration du carbone et l'atteinte des cibles de réduction des émissions. Ça implique la création, le renforcement de marchés volontaires de crédits compensatoires de carbone, notamment aux échelles nationales, internationales. Récemment, il y avait un rapport accablant sur les limites de ces marchés volontaires de crédit carbone, mais ça demeure une des priorités. Le Canada a annoncé également, avec grand fanfare et trompette, la plantation de 2 milliards d'arbres supplémentaires d'ici 2030. En fait, c'est un programme qui doit toujours être précisé. On n'en connaît pas encore vraiment les dispositions plus concrètes, mais du moins ça a été annoncé et c'est un engagement fort du gouvernement libéral. Alors, ce discours se retrouve également dans les documents d'orientation du ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs, où il s'agit d'utiliser la forêt et les produits du bois comme outil dans la lutte contre les changements climatiques.
On peut comprendre que de telles propositions soient relativement contestées, ou du moins ne fassent pas l'unanimité, mais il s'agit de compter sur le potentiel de contribution de la forêt dans l'atteinte des cibles de réduction des GES et par des méthodes d'aménagement, d'utilisation, de valorisation du bois qui permettent le stockage du carbone. Bon, évidemment, tout dépend de ce qu'on fait avec le bois une fois qu'il est coupé, hein, et des consensus scientifiques sur la séquestration du carbone, où il reste, à ma connaissance, limité, là, je dois dire, je suis loin d'être un expert, mais il reste quand même des débats assez importants sur la capacité des écosystèmes à stocker le carbone, hein, dans quel contexte, comment, bon, à quelle vitesse, etc. Et dans ce discours sur la modernisation environnementale aussi, on retrouve un ensemble de stratégies basées sur la modification des forêts, la modification même de leur génétique. Ça ne veut pas dire de faire de la modification génétique, c'est-à-dire des organismes génétiquement modifiés, mais ça passe par notamment la migration assistée. C'est-à-dire de favoriser l'installation de matériel génétique d'arbres issus du sud de l'aire de répartition actuelle de l'espèce, appelés à connaître des conditions plus chaudes à l'avenir, hein, c'est-à-dire de déplacer du matériel génétique d'espèces à partir du sud de leur aire de répartition vers le nord de leur aire de répartition. C'est comme finalement d'accompagner la nature, la migration des végétaux vers le nord au fur et à mesure que les conditions se réchauffent et que la variabilité pluviométrique s'accentue, c'est-à-dire avec des périodes beaucoup plus chaudes, notamment en été. Des périodes beaucoup plus chaudes et sèches en été. Et si on prend cet exemple de la migration assistée, en lien avec les questions sur l'acceptabilité sociale, bien, on peut voir que l'acceptation de dispositifs de cet ordre dépend étroitement des conceptions du risque ainsi que du type de stratégie d'aménagement. Et si je me fie aux travaux d'une collègue, Rem Hajar, eh bien, elle a démontré par un vaste échantillon de 1500 répondants en ligne qu'il y avait une faible acceptation pour les stratégies de non-intervention. Ça, c'était dans l'Ouest canadien, Colombie-Britannique et Alberta. Donc, il y avait une faible acceptation pour les stratégies de non-intervention et également, à l'autre extrémité du spectre, une faible acceptation pour les plantations d'arbres génétiquement modifiés carrément. Alors qu'il y avait une assez forte acceptation, même de près de 100%, pour les stratégies basées sur la sélection de matériel génétique performant près des territoires visés par l'aménagement. Alors ça, c'est intéressant. Et on peut quand même voir que la grande majorité des répondants à une étude comme celle-ci, il faudrait faire le test aussi dans l'Est et le centre du Canada, ce qu'on espère pouvoir faire avec une équipe de collègues. Eh bien, c'est de savoir, est-ce que les gens sont également d'avis qu'il faut intervenir en forêt. Hein. Il y a suffisamment d'espèces en cours de dépérissement. Les changements anthropiques indirects liés au changement climatique sont si importants qu'il est nécessaire d'intervenir. Et comment le faire? Bien, c'est en favorisant une meilleure distribution du matériel génétique, en sélectionnant des arbres qui présentent le meilleur potentiel génétique. Alors, on peut dire que ça cadre vraiment dans ce discours de modernisation environnementale où on conçoit que l'être humain et la science peuvent apporter des solutions à l'adaptation au changement climatique. Alors maintenant, comment est-ce que ce discours se décline? Bien, on voit que ce sont les autorités nationales, les organisations internationales, beaucoup le milieu de la recherche, de la société civile aussi, de la finance également, qui font la promotion de ces discours, qui s'appuient sur les représentations des écosystèmes forestiers planétaires, un peu comme un projet d'ingénierie pour la régulation du climat et des flux de carbone. Et en soi, ça peut être considéré problématique, considérant aussi toutes les incertitudes qui vont toujours persister. Je me permets de dire, mais je ne suis pas un scientifique forestier, mais je pense qu'il est prudent d'affirmer qu'il y aura toujours certaines incertitudes et qu'il peut être risqué de miser sur une stratégie comme celle-là. Et des stratégies d'intervention pour augmenter la résistance des forêts aux perturbations. Les connaissances mobilisées dans le cadre de ce régime discursif, ce sont les cycles du carbone, la génomique, la finance internationale, les stratégies d'aménagement du territoire, un ensemble assez varié. Et les finalités, c'est vraiment l'adaptation de l'atténuation des changements climatiques, de développer une nouvelle stratégie d'aménagement, générer une croissance économique par une meilleure compréhension du fonctionnement des écosystèmes. C'est un discours aussi qui peut être instrumentalisé pour la finance internationale. Et c'est un risque, parce que si la finance internationale privilégie les solutions d'atténuation par la séquestration du carbone,
Bien, c'est parce que ça ne dérange pas l'ordre international, hein. Ça permet de maintenir les activités telles qu'elles sont et de repousser encore longtemps les difficiles transformations qui vont devoir être mises en œuvre dans nos sociétés, et ça à l'échelle individuelle. Bon, mais c'était une parenthèse, et finalement, la légitimité de ce discours, elle est contestée, parce que justement, il y a différentes conceptions du risque environnemental. Certaines conceptions du risque vont si loin, finalement, qu'elles vont tenter d'empêcher toute forme d'intervention dans les écosystèmes, sous prétexte, finalement, qu'on ne sait pas ce qui va se produire et que, bon, nos actions pourraient finalement perturber l'adaptation naturelle des écosystèmes. Il y a différents seuils de tolérance à la modification des écosystèmes, en effet, et il y a des enjeux éthiques, hein, parce que ce discours de modernisation environnementale, si je pense qu'il s'appuie sur de bonnes intentions, peut être associé à une vision instrumentale de la forêt. Pas que cette vision instrumentale soit propre à ce discours, mais on peut voir quand même à quel point c'est étroitement lié. Alors, si on entame maintenant la discussion, bien, on peut concevoir finalement ces trois régimes discursifs, ces trois champs discursifs comme des sphères poreuses, hein, nécessairement perméables, dynamiques, en évolution, et en partie superposées les unes avec les autres, bien entendu. Alors, clairement, il y a eu un chevauchement très clair entre économie et conservation, notamment avec ce principe de multifonctionnalité qui est toujours à parfaire, hein, qui est loin, je pense, d'être idéal, mais qui fait son chemin, et on l'a vu maintenant dans le nouveau régime forestier, il y a une considération pour la multifonctionnalité à travers la gestion intégrée. Si on regarde la superposition des discours en économie et en modernisation environnementale, bien là, très clairement, il y a des intérêts, hein, dans la marchandisation des crédits carbone qui pourraient devenir vraiment une source d'enrichissement et une source d'atténuation majeure des émissions de gaz à effet de serre. Et autre superposition, autre chevauchement entre modernisation environnementale et conservation, où là on peut vraiment viser un aménagement pour la régulation du climat. Mais comment, dans quelle mesure, ça soulève encore beaucoup de questions et beaucoup de débats, et ça doit être testé aussi en fonction de l'acceptabilité sociale de la tolérance au risque. Et c'est là qu'on peut voir une vertu majeure à ces débats sur l'acceptabilité sociale, c'est-à-dire s'assurer que finalement on considère les risques, et pour considérer tous les risques, ben, il faut élargir au plus grand nombre de perspectives possibles, finalement, les débats. Alors, lorsqu'on considère des régimes discursifs, on considère des rationalités, et là, ici, on constate que ces controverses s'inscrivent dans des régimes discursifs distincts, hein, tels que j'ai essayé de le démontrer. Les finalités, les représentations, les connaissances, dans chacun de ces régimes discursifs sont relativement différentes, du moins dans leur cœur. Elles sont fondées sur des modes de connaissance, des rapports aux écosystèmes distincts. Et là, ici, on pourrait parler d'ontologie, d'épistémologie, mais c'est vraiment le rapport à la nature du réel et à la façon de le connaître qui est en cause ici. Et c'est pour ça que souvent, lors d'une controverse socio-écologique, on va parler d'une question économique, mais par le paradigme de conservation, par le régime discursif de conservation. Alors nécessairement, il y a une grande difficulté à permettre le dialogue, hein, lorsqu'on se cantonne, qu'on se positionne dans un régime discursif. Et aucun régime discursif n'est neutre ou objectif, bien entendu, c'est ce que j'essaie de démontrer. Il y a des vérités, des principes qui sont invoqués, hein. Pour les pro-conservation, la vérité invoquée, c'est vraiment celle du maintien de l'intégrité des écosystèmes. C'est un principe qui doit primer sur tous les autres, qui doit avoir préséance sur n'importe lequel. Pour les pro-économie, pour les tenants de ce discours, du moins ceux qui se placent à l'intérieur de champs discursifs, ben c'est le droit à l'activité économique et industrielle, qui est quand même un droit fondamental, quoi, celui d'avoir un emploi, celui de pouvoir jouir d'un certain niveau de vie. Bon. Alors, on conçoit que ce sont des vérités très difficilement conciliables, parce qu'elles sont en opposition dans une certaine mesure. Mais ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas d'aménagement ou de convergence possible entre les deux. Mais pour l'instant, ça semble difficile à dégager. Et finalement, il faut reconnaître que les régimes discursifs, dans leur dynamique et leur pluralité, aucun n'est doté de frontières étanches et sont en constante évolution. Alors, on peut percevoir déjà, et bon, certains d'entre vous pourront également en dire bien davantage pendant la période de discussion, mais on peut voir justement cette évolution des pratiques forestières et une intégration toujours plus importante
du champ discursif, du régime discursif pro-conservation. Mais jusqu'où est-ce que ça peut aller sans remettre complètement en question, sans complètement ébranler, finalement, ce régime discursif de l'économie de la production? Alors ça, je pense que ça va falloir vivre pour le voir, finalement. Et ici, j'aimerais réintroduire l'importance de la participation, hein, parce que c'est vraiment en favorisant la participation, en l'élargissant, en la complexifiant, qu'on peut permettre au discours de s'enrichir, qu'on peut permettre aux tenants du discours économique d'intégrer davantage d'éléments du discours environnemental, encore davantage d'éléments, et potentiellement vice-versa aussi. Mais considérant que chacun ne peut renoncer à sa finalité, ni aux connaissances qu'il mobilise, ça pose des défis quand même considérables. Mais donc, il faut favoriser une pluralité, une diversité de façons de connaître et de comprendre le territoire forestier. Et ça peut vraiment vouloir dire sortir de sa zone de confort et sortir des cadres établis de l'aménagement écosystémique, cadres établis de la participation. Et je fais un bref survol des questions de participation puisque je viens de soulever cet enjeu. Parce que si on s'intéresse à des cas théoriques pour en faire une analyse plus poussée, eh bien, on peut voir que la participation, pour qu'elle soit juste, équitable, productive, eh bien, elle doit être basée sur des structures légitimes, des structures robustes qui permettent crédibilité, compétence et représentativité des parties prenantes. Et surtout, elle doit être basée sur des processus démocratiques, délibératifs, constructifs, et des processus d'apprentissage entre les participants. Alors, si on faisait une analyse des modes de participation actuellement au Québec, avec ces deux critères d'évaluation principaux et les sous-critères présentés à gauche, eh bien, on constate que le cadre est encore assez restrictif. Hein. Je ne veux pas non plus le critiquer à outrance parce que je reconnais qu'il a des forces, mais il ne permet sans doute pas l'enrichissement des discours comme on pourrait le souhaiter pour progresser et pour faire en sorte que les questions d'acceptabilité sociale se posent en des termes plus complexes et peut-être moins frondeurs ou moins diamétralement opposés. Alors, je reviens sur cette question d'apprentissage parce que c'est vraiment, si on veut, l'élément clé de la participation. Et là, je passe assez rapidement, mais vous pourrez consulter ces ouvrages. L'apprentissage social, eh bien, ça se définit en fonction des boucles de rétroaction. Une boucle de rétroaction simple, eh bien, c'est dans un processus complexe. Disons, on part des résultats, on remonte vers les origines immédiates du résultat, les actions, et on essaie d'en faire une amélioration. Ça, ce serait un apprentissage en boucle simple. C'est vraiment un premier niveau d'apprentissage. Il pourrait y avoir aussi un apprentissage en double boucle où là, on part des résultats et on remonte, oui, certainement aux actions, mais on va aussi aux intentions. On remonte plus haut dans la chaîne de prise de décision, de conception, et on va tenter d'avoir une influence sur les valeurs et les politiques. Là, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage en double boucle. Vous comprenez que ça inclut un plus grand nombre d'intervenants, ça inclut des mesures de participation où les parties prenantes ont davantage à dire et davantage de place pour s'exprimer. Et finalement, là, l'apprentissage en triple boucle qui permet de remonter finalement jusqu'aux éléments de gouvernance et de réparer les erreurs par le développement de normes de gouvernance et de protocoles. Ici, on parle d'erreurs, mais ça peut simplement vouloir dire d'améliorer les processus, de les rendre plus conformes aux attentes sociales. Et ça se fait par l'intégration de nouveaux discours et objets d'intervention. Et c'est vraiment cette troisième boucle d'apprentissage qu'on peut modifier en profondeur la gouvernance, hein, parce que certains auteurs plus critiques ou radicaux diraient que le nouveau régime forestier, et si je pense à ce cher Richard Desjardins, selon ces personnes, ces penseurs ou intervenants plus radicaux, le régime forestier n'aurait rien changé absolument, sauf de réduire un peu la possibilité forestière, mais il se serait cantonné à des réformes timides pour accroître l'acceptabilité sociale sans transformer les fondements de l'exploitation forestière au Québec. Bon, c'est un avis qui en vaut bien d'autres, mais si on voulait justement changer en profondeur ce système de gouvernance, eh bien, il faudrait envisager de mettre en place des processus de participation qui permettent cette troisième boucle, qui permettent finalement aux considérations de la base, vraiment le commun des mortels, et qui permettent aussi aux considérations
finalement des gens à l'extérieur du processus, organismes environnementaux internationaux, etc., de faire remonter leurs préoccupations jusqu'à la gouvernance, jusqu'à la prise de décision, si on veut, au façonnement des grands cadres de fonctionnement. Alors, si très brièvement, on tente d'analyser la participation à l'aune de l'apprentissage, des critères d'évaluation de l'apprentissage, bien, très rapidement, là, si on se penche sur les tables locales de gestion intégrée des ressources et du territoire, on a fait une étude là-dessus il y a quelques années, après l'abolition des conférences régionales des élus avec des collègues. On peut voir des disparités dans le niveau de connaissance entre les participants qui nuisent à cet apprentissage en double boucle. On peut voir des rapports de force inégaux entre les intervenants professionnels et bénévoles, des rapports de force inégaux entre l'industrie forestière, les représentants du ministère et le reste des intervenants sur un territoire, et des représentativités des acteurs variables selon les régions. Pourquoi certains intervenants sont-ils invités dans certaines régions et dans d'autres ne le sont pas, par exemple? Et les consultations publiques, qui sont un mécanisme important aussi, mais qui surviennent à la suite de la réalisation des PAFIT, des plans d'aménagement forestier intégrés tactiques, et qui sont basés sur une documentation volumineuse et généralement peu accessible dans un langage technique. On ne peut pas blâmer les ingénieurs du ministère des Forêts, hein, qui font leur travail, et moi je l'ai vu à plusieurs occasions dans les consultations publiques. En général, ils font un travail remarquable, mais ils le font dans le cadre qui leur est donné. Et ils acceptent les rétroactions, bien sûr, mais ensuite, le processus de suivi des rétroactions est méconnu. Et la participation demeure assez faible pour un ensemble de facteurs. Donc, il y a peu d'apprentissage, il y a peu de place à des apprentissages et à ce que les préoccupations de la base remontent rapidement vers le sommet. Et ça, c'est propre à tous les fonctionnements de type bureaucratique ou technocratique. Ça n'a rien à voir avec les particularités du ministère des Forêts. C'est la même chose au ministère de la Santé. On l'a vu au début de la pandémie. Les informations de la base sur le fonctionnement avaient beaucoup de difficultés à remonter au sommet. Parce que ce sont des machines extrêmement complexes et qui requièrent énormément de savoir, de fonctionnement. Alors, c'est vraiment pas pour faire porter de blâme à quiconque, mais force est de constater que les mécanismes de participation laissent beaucoup d'intervenants insatisfaits. Alors, pour conclure, j'ai déjà parlé depuis plus de 50 minutes. Il est à peu près temps que j'arrête puis que je vous cède la parole. Mais alors, dans cette présentation, j'ai tenté d'explorer la perspective sur les régimes discursifs et de tenter de voir comment est-ce que ça peut procurer un nouvel éclairage sur les questions d'acceptabilité sociale et de participation. J'ai distingué 3 régimes discursifs qui sont non mutuellement exclusifs. Et l'exercice pourrait être fait, bien sûr, par chacune d'entre vous. On pourrait tous tenter de définir des régimes discursifs cohérents, et peut-être qu'il y en aurait davantage aussi. Et les régimes discursifs se traduisent par la production de connaissances et d'objectifs distincts et difficiles à réconcilier. C'est un peu, je pense, le message que je souhaiterais que vous emportiez chez vous après. Chaque régime discursif produit des connaissances à ses propres finalités, ses propres controverses, et le désir de participation s'exprime à travers chacun de ces régimes discursifs, si on le veut, mais pas nécessairement de façon coordonnée ou convergente. Et un modèle de décision inclusif qui répond aux priorités sociales et écologiques, ce serait l'idéal. Serait-il possible d'envisager une nouvelle hiérarchie des savoirs, des objectifs en aménagement forestier? Ça impliquerait bien sûr une plus grande ouverture au discours et à ce qu'ils mettent en lumière sur le territoire forestier. Pour reprendre les mots que j'ai utilisés tout à l'heure, ça nécessiterait une capacité d'accepter dans le fonctionnement de la gestion des forêts, qui est très complexe, qui est très hiérarchique aussi, d'autres façons de comprendre, de voir, de connaître le territoire forestier. Et la gouvernance centralisée hiérarchique de l'aménagement des forêts publiques est toujours remise en question à notre époque. Et on pouvait penser que finalement tout le débat qui a précédé, qui a suivi l'erreur boréale, allait peut-être être clos à la suite du nouveau régime forestier, mais on constate que finalement, ce n'est pas le cas. La gouvernance centralisée hiérarchique des forêts est toujours un sujet de débat.
Et on le voit encore dans la littérature, hein, mais souvent en recherche, en recherche en foresterie sociale, on est surtout issu de la gauche politique, en majorité, là, et on souhaite voir des modèles polycentriques, participatifs, et on ne les voit toujours pas. Même qu'on peut considérer, et c'était d'ailleurs les propos d'Anne Bernard et Louis Bélanger, hein, depuis l'abolition des CRE, hein, des commissions régionales des élus en 2015, eh bien, on est allé à l'encontre des recommandations de la commission Coulombe. L'intégration des connaissances autochtones dans certains projets forestiers, néanmoins, démontre des évolutions possibles dans les rationalités. Hein. On démontre en pratique, lorsqu'on développe une foresterie dite autochtone, qu'il est possible d'intégrer des savoirs autochtones, d'autres façons de connaître et de comprendre dans les pratiques. Mais à condition que la foresterie autochtone ne soit pas qu'une pâle copie de la foresterie conventionnelle, légèrement adaptée pour les besoins ou les considérations autochtones. Et je ne pense pas que ce soit le cas, mais néanmoins, ça soulève quand même la question. Hein, dans quelle mesure pourrait-on créer une foresterie qui serait à l'image non seulement, oui, des aspirations des collectivités autochtones, mais de l'ensemble des collectivités qui souhaitent s'impliquer dans la gestion, dans la gouvernance des territoires forestiers d'appartenance, finalement. Alors, c'est ce qui conclut ma réflexion. Vraiment, je vous remercie beaucoup pour votre écoute, votre présence. Je pense que vous êtes assez nombreuses, et je ne m'attendais pas du tout à ça. Alors, merci beaucoup. Alors, merci Jean-François. Bonjour à tous, je suis Pierre Godbout, je vais animer la période de questions. Vous pouvez maintenant activer votre vidéo si vous le désirez. Alors, comment faire pour poser une question? Vous pouvez poser votre question avec le micro de l'ordinateur en cliquant à droite de votre nom dans la liste des participants et sélectionnez l'icône main levée. Lorsque je vais vous nommer, vous n'aurez qu'à enlever votre mode sourdine en cliquant sur l'icône micro. Après avoir posé votre question, on vous demande de vous remettre en mode sourdine. Vous pouvez également utiliser la boîte de chat si vous préférez poser votre question par écrit. Sélectionnez l'icône en forme de bulle en bas à droite pour l'activer si ce n'est pas déjà fait. Dans les deux cas, on vous demande de vous identifier clairement en donnant votre nom et l'organisation pour qui vous travaillez. Alors, je vais rétablir le son pour tous et vous aurez la possibilité de vous démuter si vous avez des questions. Donc, la période de questions est lancée. S'il y a lieu. Donc, Louis Bélanger, tu as juste à enlever le mode discrétion. Bonjour, Louis. Bonjour, je vais commencer comme personne commençait, ça prend toujours un premier. Jean-François, là, OK, si je comprends bien, vous avez analysé un peu le fonctionnement des tables GIR au Québec. Si tu avais à faire des recommandations clés pour améliorer, que j'appellerais le sentiment d'efficacité ou d'influence des tables GIR, qu'est-ce que tu nous recommanderais? Oui, merci Louis. Ici à Brûle-Pourpoint, je dirais qu'il faudrait d'abord favoriser la participation de ceux et celles qui souhaitent participer. Bon, je sais que c'est le cas déjà, mais je pense que le nombre de participants ne devrait pas nécessairement être limité, que le choix des participants devrait être plus transparent également. D'une part, dans le processus, je pense qu'il devrait y avoir davantage de réflexion stratégique au lieu que ce soit uniquement tactique ou opérationnel, alors que la réflexion stratégique commence à l'échelle de chacune des tables GIR, au lieu qu'on leur demande au final de se pencher sur un plan d'aménagement tactique qui est déjà préparé. Et parce que là, c'était pas exactement non plus le cœur de ma présentation, mais merci pour la question.
Je pense que les intervenants des tables GIRD sont placés face à des propositions assez restrictives, assez contraignantes, et vont tenter donc de discuter d'aménagement. Oui, ils peuvent certainement proposer des enjeux de discussion avec les fiches enjeux-solutions. On voit que ça va quand même assez loin dans certaines régions, mais je pense qu'à l'origine, si on concevait des règles plus souples, plus adaptables en fonction des contextes, on aurait davantage de satisfaction et de sentiment de participation effective, là. J'espère que ça répond. Merci. Merci. Alors, dans la boîte de chat, il y a une Elisabeth qui nous dit ceci. Merci pour cette intéressante typologie de discours et des représentations sur la gestion des forêts. Avez-vous vérifié la prévalence de ces divers discours dans les médias? Et en effet, et là je le rappelle, hein, ici c'est une proposition. Alors j'adopte vraiment une approche inductive, mais qui est fondée bien entendu sur un examen méticuleux des parutions dans l'ensemble des quotidiens du Québec en lien avec le dossier de la protection du caribou forestier et de la conservation aussi du territoire. Alors, j'ai pas insisté sur cette méthodologie parce que je voulais quand même le présenter comme une proposition, ce qui n'est pas formalisé, mais il me semblait que ces champs discursifs s'imposaient et permettaient une lecture différente, du moins, des débats sur l'acceptabilité sociale. Mais oui, bien entendu, il y a quand même une base empirique, là. Alors, pour le bénéfice de tous, la Elisabeth en question est la directrice au Centre de foresterie des Laurentides à la division de biologie forestière. Donc, on vous demande de préciser votre organisation, s'il vous plaît, lors de vos questions, parce que je ne peux pas tout deviner. Alors, Louis, as-tu une autre question? Donc, baisse la main. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si vous voulez poser votre question, allez sur votre nom à droite. Il y a une main levée qui va apparaître. Vous pouvez le signaler. Alors, je laisse la parole à Nathalie Audet. Oui, bonjour. Nathalie Audette, aménagiste à la MRC Lac-Saint-Jean-Est, membre de la table GIR avec Louis du côté de Saguenay. Je me demandais si vous avez une opinion, M. Bissonnette, sur la question notamment de la disparition des tables des conférences régionales des élus. Est-ce que vous avez l'impression qu'on a perdu un peu cet apprentissage collectif-là, social qu'on avait entre les élus, les aménagistes forestiers, les gens qui occupent le territoire? J'aimerais vous entendre là-dessus. Merci beaucoup, Mme Audet, pour votre question. Oui, en effet. Et puis c'était d'ailleurs l'objectif de notre recherche qu'on a réalisée avec, je tiens à le préciser quand même, Jonathan Tardif et Jérôme Duprat, suite à l'abolition des conférences régionales des élus. On voulait savoir si l'abolition des CRRNT, hein, les commissions régionales sur les ressources naturelles et le territoire, constituait une perte, du moins était perçue comme une perte pour les intervenants forestiers au Québec. Et on avait réalisé notre étude dans 4 régions distinctes, l'Estrie, la Gaspésie, il y avait la capitale nationale et il y en avait une autre là, qui m'échappe, la Mauricie, voilà. Et ce que notre étude a démontré, en effet, c'est que dépendamment des régions, c'était surtout le cas dans des régions comme la Gaspésie où il y a moins de ressources et on a besoin de plus de ressources aussi pour tenir des rencontres parce que les distances sont importantes, parce que les gens sont souvent dans de petits organismes moins bien financés. Mais oui, dans certaines régions dites plus éloignées, l'abolition des CRRNT dans les commissions régionales dans les conférences régionales des élus a été perçue comme une érosion majeure de cette capacité d'intervenir, de participer, de développer une vision commune. Mais bon, ce n'est pas unanime non plus, hein. Dans d'autres cas, et selon les avis aussi, on considérait que les processus étaient fastidieux, lents et ne menaient pas nécessairement à des consensus. Mais je dirais que ce qui s'en dégage, c'est vraiment cette dichotomie entre les régions moins bien pourvues, peut-être en ressources, et en intervenant, où là, ça permettait d'identifier une vision commune pour la région et de faire des représentations politiques ou tenter d'influencer
les pratiques, alors que dans d'autres régions, il y avait déjà d'autres canaux qui existaient. Si on pense à la capitale nationale, il y a beaucoup d'intervenants très bien articulés, financés, une université où là, finalement, le message se rendait plus vite aux autorités. Mais voilà ce que je pourrais en dire. Merci beaucoup. Alors, je vais laisser maintenant la parole à Solange, puis par la suite, je vais passer à une question par le chat. Donc, Solange, tu peux activer ton micro. Voilà. Bonjour, Solange Trou, chercheuse en sciences sociales au Service canadien des forêts. Merci pour la présentation, c'était très intéressant. Puis au début sur l'acceptabilité, ben moi j'étais étudiante avec Bruce Schindler quand il essayait de trouver comment formaliser ou en tout cas mettre un concept pour l'acceptabilité. Puis un des défis que je me souviens qu'on avait discuté, qu'on n'a pas vraiment réussi à ancrer, puis je pense qu'on a encore conceptuellement des difficultés, c'est autant pour l'acceptabilité que la participation. On semble vouloir mettre tout le monde sur le même pied d'égalité, mais en même temps, au Canada, on sait que les Autochtones ont des droits ancestraux puis des droits qui font que il y a une différence là, mais on la sent pas souvent dans nos concepts sociologiques ou en tout cas de sciences sociales, là. Peut-être parce qu'on est dû pour comment tu disais, la triple boucle d'apprentissage, là, d'arriver autant dans nos propres concepts que du côté de la gestion. Je me demandais si tu avais considéré cet angle-là du fait que c'est ça, les droits territoriaux, les droits ancestraux qui sont reconnus, ça amène une distinction spécifique là, pour les acteurs autochtones. Mhm. Merci beaucoup, Solange, pour cette question. En effet, puis même moi, lorsque je me penche sur ces controverses socio-environnementales, à travers l'angle de l'acceptabilité sociale, je suis un peu gêné de me pencher sur la question en contexte autochtone. Parce que pour les Autochtones, c'est tellement plus qu'une question d'acceptabilité sociale, hein. C'est une question de droits fondamentaux, de reconnaissance historique, une histoire de dépossession. Donc, en effet, je pense qu'il faut mobiliser vraiment tout un autre arsenal de concepts si on veut envisager les controverses socio-écologiques en contexte autochtone. Et le faire avec vraiment beaucoup de précautions aussi, en validant nos idées auprès des collectivités, des intervenants autochtones qui souhaiteraient participer. Mais je suis vraiment d'accord avec cette proposition, finalement, cette idée que il reste beaucoup de travail conceptuel à faire dans la délimitation de l'intérêt, de l'importance d'une notion comme l'acceptabilité sociale. Puis surtout d'éviter son instrumentalisation. Parce qu'en effet, si l'acceptabilité sociale, ça devient une procédure technique qu'on vise à régler avant de passer aux choses sérieuses, ben là, je pense qu'on rate la cible complètement. Et même chose pour la participation. Bon, heureusement, les Premières Nations ont leurs propres canaux de participation en aménagement forestier, mais est-ce qu'ils sont fondamentalement différents des modes de participation des non-autochtones? Hein? Ça, c'est une autre question. Alors oui, il y aura certainement beaucoup de travail de fond à faire là-dessus pour améliorer les processus à l'égard des Premières Nations. D'accord, on a une question sur le chat de M. André Goulet. Immensément intéressant. Merci Jean-François de faire un ménage dans tous ces paradigmes et de les nommer. Ça nous aide grandement comme organisme de conservation. Dans la sphère des groupes environnementaux et notamment des organismes de conservation, nous voyons déjà un lent glissement de discours pro-environnement vers un discours de modernisation environnementale, et ce, tout près de Montréal. L'idée, par exemple, de la migration assistée de certaines espèces et la maîtrise de certaines pathologies par le biais d'une sylviculture émerge. Si j'ai bien compris, le discours de modernisation environnementale inclut une posture aménagiste du territoire et M. Goulet travaille pour l'Institut des territoires. Oui, merci beaucoup André pour ton commentaire et ta question, vraiment, hein, ça me fait plaisir qu'on en discute. Bon, effectivement, je trouve que si on prend les discours de la modernisation environnementale, il y a vraiment des promesses qui sont associées à la modernisation environnementale. Et on a presque parfois l'impression que c'est pour nous permettre
de voir la vie en rose ou de voir un horizon moins sombre. Hein. Alors, mais il y a également des écueils. Et en effet, la financiarisation du reboisement peut être considéré comme un écueil si c'est fait vraiment de façon instrumentale, sans suivi des plantations. Bon, c'est peut-être problématique si on pense au programme fédéral de plantation de 2 milliards d'arbres supplémentaires, parce qu'on plante déjà passablement beaucoup d'arbres en sylviculture au Québec, au Canada. Où est-ce que ces arbres-là vont être plantés? Est-ce que nécessairement là, ils vont être plantés, ça va accroître la capacité de séquestration du carbone des écosystèmes? Est-ce que la régénération naturelle ne procure pas davantage de potentiel de séquestration de carbone? Moi, je pense que c'est des questions qui sont déjà soulevées, même dans les médias, par la société civile, mais tout à fait, ça va se poser. Et puis, en effet, pour les tenants du discours de conservation, le discours de la modernisation environnementale peut être vu soit comme un prolongement naturel ou soit comme une menace carrément. Parce que là, on n'est plus du tout sur une conservation qui serait, si on veut, pour la valeur intrinsèque de la nature. Hein. On a vraiment davantage une conception instrumentale. Alors, si on ramène ça, oui, dans le discours euh, pro-conservation, oui, la modernisation environnementale peut être vue comme une menace, mais en même temps, c'est une promesse aussi parce qu'on ne sait pas le rythme auquel la dégradation environnementale va se poursuivre. Tout ça dépend de facteurs politico-économiques, internationaux, nationaux, de dispositions personnelles pour le changement. Mais bref, merci beaucoup, André. Hein. Alors, on va donner la parole maintenant à Elisabeth. Oui, bonjour. Alors, je suis pas encore directrice de recherche au CFL. Merci beaucoup pour cette présentation, vraiment très intéressante. La typologie proposée, moi, en tout cas, elle sonne assez solide. Ça a beaucoup de résonance avec ce qu'on entend de différents groupes sociaux. Et puis, je serais intéressée, enfin, je vous propose quelque chose parce que ce qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est qu'est-ce qui fait bouger les lignes. On voit ces discours en confrontation. C'est évident que la discussion, selon des modalités variées, va aider les gens à comprendre le point de vue de l'autre et va provoquer des mouvements dans ce discours, des glissements, comme la question précédente le définissait. Et tantôt, lui vous a proposé, vous a demandé quelles seraient vos propositions. Moi, ce que j'aimerais vous suggérer pour la recherche arrière, c'est que si vous utilisiez ces typologies comme une assez bonne évaluation de 3 types de discours, est-ce que ce serait pas intéressant de voir, selon différentes modalités de discussion, dans une comparaison avant-après, qu'est-ce qui est le plus sujet à faire bouger les lignes, justement, entre les discours, dans une approche expérimentale? Parce que il me semble que c'est intéressant de guider le gouvernement dans le choix de meilleures modalités qui permettent aux gens de se comprendre mieux et d'ajuster leur discours les uns par rapport aux autres pour arriver à des consensus efficaces. Merci beaucoup, hein, c'est extrêmement intéressant comme proposition, en effet, puis ça rejoint beaucoup la littérature sur l'apprentissage social que vous connaissez certainement, mais en effet, on vise souvent à comprendre comment ont évolué les représentations, les perceptions au cours d'un processus participatif. Et c'est également beaucoup utilisé en agriculture, hein, parce que vous savez, en agriculture, le changement des comportements est difficile et lent. Et il passe souvent par de l'action collective, hein, par bon, des regroupements ou des échanges de connaissances. Et on peut faire ce suivi rigoureux de l'évolution des conceptions en condition d'avoir une méthodologie appropriée. Et ce que ça va démontrer dans certains cas, c'est oui, une transformation peut-être souhaitée hein, vers ce que le chercheur va juger comme étant la meilleure option, mais parfois aussi, il peut y avoir si on veut, un retour en arrière, c'est-à-dire quelqu'un qui réalise qu'il n'est pas en mesure de changer sa conception des choses, il n'est pas en mesure, par exemple, d'abandonner une vision pro-économie pour une vision pro-environnement, il voit que des biais, que des faiblesses et que des incertitudes, finalement.
Mais je pense que c'est une très belle proposition. Puis vous savez, en plus, on développe un projet en génomique forestière avec Ilga, Mercedes Sport, Guy Lessard et Raju Sulanaya Anakali. Vous connaissez peut-être. Et on a intégré d'ailleurs, on souhaite que ce soit financé, mais on a intégré dans si on veut, un dispositif de migration assistée qui serait communautaire, qui serait collectif, un suivi avant-après. Alors, votre proposition résonne vraiment dans mon esprit, puis je vous en remercie. Je vais laisser maintenant la parole à Marie-Ève, Marie-Ève Sigouin. Peut-être qu'elle n'a plus de questions, voilà. Marie-Ève. Oui, non, j'en ai une. Désolée, le micro. Okay. Oui, donc bonjour, mon nom est Marie-Ève Sigouin, directrice foresterie chez Rayam Gestion forestière à la Sarre. Moi, je participe activement à la table GIR, notamment de Rouyn-Noranda, qui est une table vraiment exceptionnelle, tant pour sa composition inclusive, le niveau de participation des acteurs, son bon fonctionnement, ça roule, des comités techniques, il y a vraiment beaucoup de monde qui se donne. Malgré tout ça, on observe quand même des écarts entre les préoccupations qui sont exprimées, puis la satisfaction par rapport aux réponses que peuvent donner le MFFP. On voit vraiment comme un écart, dans le fond, entre la marge de manœuvre que le ministère a dans le fond, pour y répondre. C'est vraiment quelque chose, notamment quand on vient de parler des aspects de biodiversité ou des aspects plus larges, là, et non seulement juste des usages de la forêt. Là. Les trails, les affaires sur l'utilisation, ça va bien, mais aussitôt qu'on amène à un niveau supérieur, on voit que on se retrouve devant des solutions, des situations vraiment insolubles. J'étais intéressée là, par votre troisième boucle là, de rétroaction. Là, ça m'interpelle. Fait que je sais pas, j'aimerais ça vous entendre là-dessus. Oui, bien, merci beaucoup, Marie-Ève, pour votre commentaire. Je pense qu'en recherche en sciences sociales, on a intérêt à connaître les expériences locales, régionales. Je pense que ce serait vraiment très enrichissant pour moi ou un étudiant, par exemple, d'aller observer, d'aller rencontrer les participants à la table GIR de Rouyn-Noranda, vous dites, c'est ça? Oui. Oui. Mais je comprends aussi tout à fait les limites, hein, puis elles sont vraiment structurelles, ces limites. Puis je pense qu'elles sont vécues même là où le processus fonctionne le mieux dans le cadre établi. Et la limite est vraiment dans la réforme possible ou non du cadre de fonctionnement. Puis le cadre est basé sur l'approvisionnement, hein, les bénéficiaires de garantie d'approvisionnement, l'engagement légal du gouvernement du Québec envers les entreprises forestières. Bon, c'est la vision aussi des environnementalistes, mais est-ce qu'il serait envisageable de remonter à la cause première de ce défi structurel, c'est-à-dire de revoir la notion même de bénéficiaire de garantie d'approvisionnement et que ce soit davantage soumis à la délibération, aux échanges? Bon, c'est sûr que ce serait vraiment un changement de paradigme qui serait difficile probablement pour certaines industries forestières parce qu'elles n'auraient plus cette prévisibilité. Mais bon, ça c'est peut-être trop radical comme proposition, mais sinon, comment faire pour réformer un cadre qui peut fonctionner, mais qui va demeurer un cadre restrictif? Je pense que vous avez soulevé une très bonne question, vraiment. Bon, c'est ça. Puis on se rend compte que, dans le fond, ma perception, c'est que présentement, on est par exemple, dans la consultation sur la stratégie de production de bois. Puis ce qu'on observe, c'est que l'acceptabilité sociale dans ce dossier-là ne sera jamais atteinte tant que le dossier des aires protégées qui est parallèle, dans le fond, elle ne sera pas mis de l'avant. C'est comme, on est prêt à accepter plus d'aménagement à un endroit, mais à condition que. Donc là, c'est comme, oui, mais là, c'est pas nous qui s'en occupent, c'est pas la même responsabilité. Donc, on se trouve dans une solution un peu insoluble. Oui, oui, puis en effet, parce que encore là, ça démontre assez bien, je pense que ça se situe dans deux régimes discursifs complètement distincts. D'un côté, on essaie de gérer les écosystèmes pour qu'ils soient résilients, pour conserver leur intégrité, alors que de l'autre, on fonctionne dans un univers strictement économique, en fonction de cibles économiques. Comment amener justement à une plus grande convergence, à un meilleur partage de savoir, même à des finalités communes? Il va falloir encore parcourir un certain bout de chemin, j'ai l'impression. Merci. C'est vraiment intéressant, merci. Je garde aussi l'exemple de la table GIR de Rouyn-Noranda et puis de toutes celles aussi que vous avez mentionnées, mais clairement, je pense qu'il
en recherche, on n'est pas à court de travail et de questions. Vous êtes le bienvenu. Donc, le temps file, mais on a des questions sur le chat, Jean-François. On en a au moins 3. Donc, je vais commencer par une question de Anne Voyer. Avez-vous des idées de nouvelles instances, de processus ou de lieux d'échange qui pourraient être créés afin de favoriser la participation et d'enrichir chacun des types de discours? Croyez-vous que l'on devrait concentrer nos efforts sur une amélioration des entités participatives qui existent déjà, comme les tables GIR, ou qu'il soit nécessaire d'en créer d'autres? Merci beaucoup. Excellente question, vraiment. Bon, c'est sûr que c'est très délicat aussi de créer une nouvelle instance de toute pièce, hein? Et dans les théories en sciences sociales, bien, il y a vraiment les approches de la base, là, les approches disons endogènes où un collectif de citoyens va s'organiser, va se doter de structures, de ressources et va tenter donc d'influencer les débats ou bon, ça c'est ce qu'on a vu le mouvement citoyen à l'échelle régionale a mené à la création par exemple des conseils régionaux en environnement qui sont quand même des organismes très intéressants qui font beaucoup de choses indépendamment de la région, ils peuvent être très actifs auprès des propriétaires privés, mais on pourrait envisager un organisme de ce genre-là qui aurait une mission importante en forêt publique, qui serait issue de la base, qui aurait une gouvernance, qui serait enregistrée, qui ferait pas n'importe quoi, mais qui serait vraiment géré par et pour un collectif citoyen ou du moins de parties prenantes du secteur forestier et qui pourrait envisager de traiter d'égal à égal avec l'industrie et le représentant du ministère. Mais bon, ce serait la création d'une nouvelle structure et c'est jamais simple, hein, en effet, parce que même les tables GIRT, bon, comme vous le dites, elles peuvent fonctionner plus ou moins bien selon les contextes, mais le principe même de table GIRT est issu de l'évolution de la certification environnementale, où, en gros, on vise pas à avoir un débat de fond, on vise à assurer la gestion d'un processus qui mène à l'exploitation. Et c'est ça le principe de toutes les certifications environnementales. C'est pas forcément la conservation, là. Ça peut entraîner, oui, une conciliation avec des objectifs de conservation, mais vous savez, dans ma typologie, là, dans mes grands champs discursifs, j'ai mis les organismes de certification dans le discours pro-économie. Et si le modèle de la table GIRT s'appuie sur ce modèle de gestion environnementale multipartite, comme celui des certifications, bien, c'est sûr qu'il est limité d'emblée. Mais ça ne veut pas dire qu'il est inutile ou qui pourrait être complètement remplacé par autre chose. Peut-être qu'il peut simplement être bonifié. Mais ça nécessite quand même une réflexion de fond là, pour savoir exactement quoi faire, dans quel contexte, en fonction de quels enjeux aussi. C'est sûr qu'on pourrait envisager, à l'époque où on avait la CRRNT, là on essayait vraiment de faire une liste exhaustive de toutes les questions qui préoccupaient la société sur l'aménagement du territoire. Bon, là, on n'a plus ça. Ben, est-ce qu'il serait envisageable de recréer une instance parallèle au TAB GIRT qui serait dotée de davantage de légitimité auprès de la société dans son ensemble et qui n'aurait pas comme mission, une mission légalement encadrée de mener à un PAFIO, là? D'accord. On va passer à une autre question sur le chat, puis après ça, je vais aller avec les participants. Donc, de Mustapha Ouimou, professeur au département de génie des systèmes à l'École de technologie supérieure à Montréal. Est-ce que vous avez constaté le besoin de modèles et outils de visualisation basés sur la simulation ou l'optimisation pour faciliter la participation des parties prenantes dans les tables GIR, par exemple? Tout ça dans un esprit d'acceptabilité sociale. Oui, merci monsieur. Ben, je travaille avec plusieurs équipes de chercheurs, notamment sur les jeux sérieux, la simulation des impacts de coupes forestières, et ça me semble être un outil prometteur, bien entendu, hein, tout en sachant que ça peut possiblement refléter exactement ce que va être un territoire dans le futur, une ressource. Mais ça permet, oui, de visualiser, de se projeter dans l'avenir. Je pense que certainement ça pourrait être intégré si les interfaces sont accessibles, sont
conviviaux. Et je travaille d'ailleurs avec Clément Chion à l'Université du Québec en Outaouais, qui lui est également spécialisé sur la question, et il a développé un jeu sérieux pour favoriser les scénarios, la visualisation des impacts de scénarios d'aménagement forestier. Mais tout à fait, merci beaucoup pour votre commentaire. Je pense que oui, on a besoin de toutes les forces vives qu'on peut pour améliorer la participation et la compréhension des enjeux. Mais je pense qu'il y a des enjeux aussi vraiment plus fondamentaux dans la structure de la participation, et c'est plutôt mon point de vue. Je connais moins cette question des jeux sérieux, mais je vois que ça suscite des réactions, que ça permet de dialogue, d'échange, et sur une base beaucoup plus empirique, beaucoup plus concrète. Alors, oui, merci pour l'idée. On va essayer d'y aller plus pas plus rapidement, mais assez rapidement. Il y a beaucoup de questions, ça suscite beaucoup de questions. Donc, Maxime Brousseau, vous n'avez qu'à désactiver votre micro. Et pour Elisabeth, si tu n'as pas d'autres questions, juste baisser ta main. Bonjour, vous m'entendez bien? Très bien, merci. Ouais, bonjour. Merci beaucoup pour la présentation. C'est vraiment super intéressant. Maxime Brousseau, je travaille au ministère Forêt Faune Parc. C'est intéressant de voir justement les discours que vous avez réussi à cerner. Puis ça a été brièvement abordé durant les questions, la question des aires protégées et de l'aménagement forestier. Je me demandais si, parce que chacun de ces différentes entités-là ont leur propre vision du territoire. Si on pense aux aires protégées, il y a le cadre écologique de référence qui va venir justement aider à circonscrire les aires protégées, tandis que on a toute la carte éco-forestière qui est comme à la base de la planification. Puis ces différents outils-là qui sous-tendent différents discours, je vois pas beaucoup de liens entre ces différents outils-là. Est-ce qu'il y aurait, vous pensez, la possibilité de joindre ces outils-là qui sous-tendent justement les discours de conservation et d'économie? Merci beaucoup, M. Brousseau. C'est vraiment intéressant aussi d'entendre vos perspectives à l'intérieur du fonctionnement des ministères. Moi, je m'y connais assez peu aussi sur les outils concrètement qui sont utilisés, notamment comme les composantes d'une carte éco-forestière. Hein. Je conçois que ça permet de l'aménagement forestier, mais en effet, ça repose sur d'autres critères, d'autres formes de savoir, d'autres unités de mesure finalement que ce qu'on utiliserait dans un cadre écologique pour la conservation. Et c'est un peu, moi, le défi que je me suis donné, c'était de bien poser le problème, en quelque sorte, hein, de bien soulever le problème. Maintenant, pour les solutions à mettre en œuvre, c'est vraiment très complexe et il faudrait poursuivre la discussion. Moi, j'ai tenté d'identifier les formes de participation comme un outil potentiel, mais c'est peut-être pas suffisant non plus parce qu'il faudrait aussi davantage de coordination à l'intérieur des ministères. Et puis ça, je sais que c'est un enjeu. Hein. Chacune est tellement préoccupée par ses propres tâches au sein de la structure hiérarchique et que finalement, les ressources pour la coordination, c'est toujours ce qui est négligé. Et puis ça, on le voit dans tellement de problématiques environnementales. Et puis la coordination, parfois, c'est vu comme une perte de temps. Parce qu'il faut apprendre à se connaître, il faut déterminer la façon de procéder, il faut que chacun fasse des ajustements dans son modus operandi, même est-ce que la chaîne finalement hiérarchique doit être revue. Tout ça soulève un ensemble de questions, puis je pense que la majorité des gestionnaires n'ont simplement pas les ressources ou le temps pour se les poser. Donc la solution, elle émane vraiment du politique. Hein. Il va falloir, si on est conscient, si on est sérieux, si il devient manifeste, évident que l'ensemble ou la majorité de la société soit un nouveau modèle forestier qui soit conforme à ses préoccupations ou à ses aspirations environnementales. Bien puis là, peut-être qu'on va débloquer davantage de fonds pour essayer de créer cette interdisciplinarité, cette coordination. Mais en effet, c'est pas évident. Puis on sait à quel point, vous le savez bien sûr mieux que moi, mais à quel point on a besoin d'acquérir un nombre de connaissances considérable pour fonctionner dans un seul cadre. Comment fonctionner dans deux cadres à la fois puis assurer leur convergence? C'est une question assez fondamentale. Merci beaucoup. Merci. Alors, il nous reste deux questions sur le chat. Je sais que Jean-François est occupé beaucoup cet après-midi. Il donne un cours.
Donc, on va y aller avec les 2 questions. On n'acceptera pas d'autres. Vous pourrez communiquer directement avec lui s'il y a lieu. Donc, Catherine Thibault, responsable des communications du secteur nord-est au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. Alors, certaines visions conservationnistes portent une conception plus statique de la nature, alors qu'elle est davantage perçue comme dynamique et réactive de la part de ceux qui l'aménagent. Comment communiquer l'aménagement forestier en tenant compte de ces 2 perceptions qui s'affrontent? Oui, vous avez tout à fait raison. Et je trouve ça vraiment fascinant aussi de comparer ces 2 visions. En effet, et souvent, les tenants du discours conservationniste ne connaissent pas les écosystèmes aussi bien que les aménagistes. Donc, il y a un paradoxe fondamental, hein. Ceux qui connaissent le mieux les écosystèmes, en général, parce qu'ils contribuent à leur aménagement, sont pointés du doigt comme étant ceux qui causent du tort. Bon, question difficile à aborder aussi. Par quel chemin la prendre vraiment? Est-ce qu'il faut améliorer la connaissance sur l'aménagement forestier? Puis, il y a une limite aussi au débat, hein, parce que dans certains cas, et là, c'est pour ça que je pense que le caribou forestier a attiré autant d'attention. Bon, parce que oui, c'est une espèce menacée, vulnérable, un écotype, hein, c'est pas une espèce, mais bon, il est menacé, vulnérable. Mais surtout, il dépend, selon la science, de forêts anciennes. Donc là, il n'est pas question de modifier les aménagements, il faut juste ne pas toucher à la forêt. Et là, finalement, ça met, je dirais, là, dans mon analyse de la situation, ça met les écologistes à égalité avec les aménagistes. Parce que là, ils se disent, là, si vous ne pouvez pas y aller, on a donc la légitimité de dire que vous devez conserver intégralement. Vous ne pouvez pas prétendre pouvoir faire des aménagements à moindre impact. On sait que ça a quand même une incidence négative sur le caribou. Alors, bon, c'est peut-être ce qui explique que le débat se soit autant enflammé autour de cette espèce. Mais en tout cas, vous soulevez vraiment un élément, puis j'avoue, j'aurais besoin de plus de temps pour y répondre et peut-être aussi un esprit plus reposé. Mais merci beaucoup. Alors, j'y vais avec une question de Sophie La Liberté, administratif au Conseil régional de l'environnement de l'Abitibi-Témiscamingue. Le fait que les tables GIR n'ont pas de pouvoir décisionnel, que les possibilités forestières ne peuvent pas être modifiées par les mesures proposées par les tables GIR, et le fait que le MFFP soit juge et partie à ces tables, ne représente-t-il pas un frein majeur à une réelle gestion participative? Tout à fait. Puis, je pense que vous avez entièrement raison, là. Bon, le MFFP ne se dirait pas juger parti. C'est pas ce qui est écrit, hein, et c'est normalement l'organisme qui assure la coordination, là, qui donne la parole, qui crée l'ordre du jour. Mais évidemment, dans le fonctionnement concret, pour avoir assisté à certaines rencontres de table GIR, je n'avais pas l'impression d'assister à un débat démocratique. Je ne vais pas dire que c'est comme ça, que partout comme ça, mais de ce que j'ai pu voir, la place à la réelle négociation était assez restreinte. Et il faut d'abord et avant tout que les participants à une table GIR s'entendent sur des principes de base, hein, ils s'entendent sur la légitimité ou la finalité de l'exploitation forestière. S'ils ne s'entendent pas là-dessus, ils ne peuvent même pas participer. Donc oui, c'est un enjeu. Et ça démontre encore là, je pense, que un processus comme celui de la table GIR appartient au régime discursif pro-économie, alors qu'il pourrait aisément occuper une situation mitoyenne entre 2 régimes discursifs. Et voilà. Alors, je vais me permettre de lire un commentaire de M. Luc Boutillier. Présentation très stimulante. La participation est une expérience humaine à vivre avec patience. Ce n'est peut-être pas dans l'air du temps. Merci beaucoup d'ouvrir cette réflexion. Eh bien, elle est beaucoup due aussi aux enseignements et aux contributions de Luc Boutillier. Merci, Luc. Alors, plusieurs personnes te remercient pour l'excellente présentation puis des discussions très intéressantes. Alors, il est 12h08. Merci Jean-François pour ta présentation. L'acceptabilité sociale dans tous ses états, la forêt entre économie et écologie. En terminant, je vous invite au prochain colloque qui aura lieu jeudi le 11 février et qui s'intitule « Risque de feu et communauté ». La conférencière sera Sandy Ernie,
chercheur scientifique au Centre de foresterie des Grands Lacs du Service canadien des forêts. La présentation sera en français. Surveillez également notre fil Twitter et Link pour en savoir plus sur le CFL. Merci à tous de votre participation et bonne fin de journée. Merci beaucoup à toutes et à tous. Hein. Ça fait un plaisir aussi de discuter avec vous. Plaisir.